Bonjour. Bienvenue à notre 5e séance sur la philosophie de l'art. Donc, c'est après avoir parcouru les formalismes dans l'art, c'est le moment de rentrer petit à petit à traiter la question à partir du contenu ou du fond, on dit aussi en français. Donc, vous allez voir jusqu'à quel point sera pertinent de faire résonner ce qu'on a déjà appris dans les séances qu'on a déjà enregistrées sur le formalisme et avec, en lien avec l'approche du contenu. Et la forme et les contenus sont, je répète, j'insiste, ce sont des mots, ce sont des termes qui ont parcouru toute l'histoire de la philosophie de l'art, toute l'histoire de la pensée de l'art, toute l'histoire de l'art. Et quelque part, dans leur opposition et aussi dans leur résonance mutuelle, ces deux termes ont besoin un de l'autre. Une fois qu'on a fait ces premiers pas vers le formalisme, normalement, notre passage vers le contenu devrait être plus ou moins simple. Ceci dit, au fond, l'étoile de fond de cette approche, comme je vous l'avais indiqué dans la séance d'introduction de cette série de vidéos, et la pensée d'Hegel. La pensée d'Hegel est une pensée rigoureuse, systématique et complexe. Donc, ce qu'aujourd'hui on va raconter pour s'introduire, pour qu'on puisse introduire la thématique du point de vue du contenu, il faudra par la suite le développer au sein de la philosophie hegelienne. Et c'est ça notre défi, et c'est ça ce qu'on va tenter de réaliser. Bien. Sans autre, rentrons donc dans l'approche du contenu, ce qu'on appelle l'approche du contenu. Donc on se rappelle, il s'agit de penser, de développer, d'analyser 4 manières très concrètes de traiter la question de l'art aujourd'hui. Et au point de vue, si vous voulez, purement théorique, mais surtout, c'est ça ce qui m'intéresse probablement le plus, et du point de vue de ce qui nous est donné comme possible, c'est-à-dire de notre expérience quotidienne, l'expérience qu'aujourd'hui on fait de l'art. Bien. Et la forme et les contenus ont certains éléments comparables, si ce n'est que similaires, ou même très similaires. Le premier aspect, donc, que j'ai envie de souligner, est un élément qu'on retrouve et du côté de la forme et dans l'approche du contenu. Eh bien, c'est la question du plaisir. On avait vu jusqu'à quel point dans la philosophie kantienne, l'approche formaliste tourne autour, suppose une expérience concrète, singulière, du plaisir. Plaisir lié à une certaine reconnaissance. Dans le cas de l'approche formaliste, cette reconnaissance, bien entendu, n'est pas du tout intellectuelle, mais plutôt une reconnaissance formelle. Eh bien, maintenant, l'approche du contenu va faire appel à nouveau à ce plaisir expérimenté, cette expérience du plaisir qui
aussi sera lié à la reconnaissance, mais dans le cas du contenu, la reconnaissance sera intellectuelle, purement intellectuelle. Donc, du coup, là, on a déjà un lien fort. Les plaisirs et la reconnaissance. Les plaisirs liés à la reconnaissance. Ces plaisirs liés à la reconnaissance, je les souligne, on les retrouve déjà chez Aristote. Donc, du coup, il y a déjà une sorte de dette de la part de Kant et d'Hegel par rapport à ces grands penseurs qui a été Aristote. Bien. Ceci dit, regardons quand même les grandes différences, et les grandes même, je dirais, oppositions entre l'approche formaliste et l'approche du contenu. J'ai déjà évoqué une première différence. Dans le formalisme, la reconnaissance a lieu au niveau psychologique, au niveau de ces jeux libres, de nos facultés, entre l'imagination et l'entendement. Donc, ce n'est pas du tout une reconnaissance d'ordre intellectuel. C'est le cas chez Hegel. Chez Hegel, ou dans les contenus en général, les plaisirs, la reconnaissance opère, a lieu au niveau strictement intellectuel. Bien. Donc, s'il s'agit, comme je viens de le dire, d'une reconnaissance de type intellectuel, ce qui sera en jeu dans les plaisirs esthétiques chez Hegel sera de l'ordre d'une vérité ou de la vérité. Vérité liée complètement à cette faculté, à l'esprit qui est lié à l'intelligence. Eh bien, donc, première notion importante à retenir tout de suite. Dans l'approche du contenu, il s'agit de reconnaître une vérité qui est déjà connue par une autre voie. Fondamental de tenir en compte, et là, du coup, abîme différentiel entre l'approche du formalisme et l'approche du contenu, et j'ai envie de dire entre l'approche du contenu et toute autre approche toutes les autres approches qui nous restent encore étudier. Donc, la vérité de l'œuvre d'art n'a pas lieu au moment de l'œuvre, mais l'œuvre d'art met en place comme une sorte de clin d'œil fondamental vers ou pour ou par une vérité qui est connue au préalable, par une autre voie. Une autre voie qui sera à chaque fois, bien entendu, spirituelle. Donc, l'expérience de l'œuvre d'art a un lien immédiat avec la manifestation d'une vérité qui est possible, qui est rendue possible par l'œuvre, mais attention, une fois que cette vérité est proportionnée et donnée et offerte par l'œuvre d'art, l'œuvre n'a plus d'intérêt pour moi, n'a plus d'intérêt pour le spectateur. L'œuvre d'art, donc, deuxième noyau dur de cette perspective, l'œuvre d'art, donc, fonctionne comme un moyen pour faire reconnaître à le spectateur une vérité qu'il connaissait par une autre voie, de manière, bien entendu, donc, préalable. Les messages, donc, de l'œuvre visent fondamentalement, pour ne pas dire strictement, l'intelligence de le spectateur. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est de l'ordre sensible, eh bien, pour Hegel, et pour l'approche du contenu en général, devient
inessentiel, devient inessentiel. Donc, j'insiste, l'œuvre d'art est un pont, un moyen qui essaye de tisser un lien entre une vérité spirituelle, intellectuelle, et le spectateur qui, bien entendu, devra la reconnaître et grâce à cette reconnaissance, produira un certain plaisir. Point. Simple. Cette vérité qui se cache en quelque sorte dans l'œuvre d'art aspire à se montrer dans toute son abstraction, dans toute, je dirais, toute sa singularité, toute son impersonnalité. D'accord? Donc, aspiration concrète de l'esprit vérité caché dans l'œuvre, c'est arriver à se débarrasser, je dirais, dépasser la matérialité, les registres ou la dimension du sensible qui suppose l'œuvre d'art. Donc, l'expérience de l'œuvre d'art, et donc du coup je parle de ces spectateurs, des artistes, mais aussi des critiques d'art en général, des esthètes, des théoriciens, eh bien, tous ces gens-là, tout cet ensemble de savoirs, plus ou moins pertinents, n'ont rien, absolument rien à dire sur les caractères d'individualité, sur les caractères de personnalité de l'expérience esthétique. L'expérience esthétique ne peut pas être approchée au niveau singulier, au niveau d'individualité ou de personnalité, non. Il faut viser les contenus spirituels, les contenus intellectuels, qui est la seule raison d'être de l'expérience. Donc, on parle d'une impossibilité de théoriser de manière satisfactoire, de manière satisfaisante, les jugements esthétiques. Les jugements esthétiques ne peuvent pas être abordés ou restitués de manière critique ou théorique. Ce qui compte, chaque fois, est la vérité dans l'œuvre. Donc, du coup, ici, je souligne la vérité, pas de l'œuvre, mais la vérité dans l'œuvre. Donc, il faut le tenir, il faut le voir plus ou moins nettement. Pour cette approche-là, il faut séparer ce qui est de l'ordre sensible et matériel, ce qui est l'œuvre en tant que telle, la matérialité de l'œuvre en tant que telle, avec son contenu, un contenu spirituel qui, bien entendu, préalable et donc qui dépasse l'émergence de l'œuvre et la possibilité de l'expérience de l'œuvre. Donc, par rapport à quoi dire donc, quoi dire de l'œuvre, eh bien, il faudra donc, probablement la seule échappatoire serait jusqu'à quel point l'œuvre arrive à faire passer, avec plus ou moins d'évidence, les messages souhaités. Les messages souhaités, les propos souhaités, l'état des choses spirituel, soit un état qui fasse appel à une situation émotionnelle de l'homme, soit à une configuration sociale d'une époque, soit la structure même métaphysique ou ontologique de ce qui est. Donc, important, l'œuvre d'art souhaite faire passer la marée même, les devenirs spirituels d'une époque. Ces devenirs spirituels est nettement intellectuel et donc reconnaissable par les spectateurs
Et c'est la reconnaissance de ces contenus qui procurent du plaisir, et la seule vérité qui compte est la vérité qui se cache, qui réside dans l'œuvre. Donc, encore un élément que je voudrais souligner pour commencer à achever cette première séance sur les contenus, c'est la question de la temporalité. Eh bien, vous vous rendez compte, vous pouvez simplement, logiquement, déduire de ce que je suis en train de vous dire que pour l'approche du contenu, l'œuvre d'art, l'expérience de l'œuvre d'art est quelque chose du passé. C'est-à-dire que finalement, la seule mission, pas négligeable, mais la mission qui a l'œuvre d'art, c'est celle de transmettre quelque chose qui a déjà eu lieu par ailleurs, spirituellement, rationnellement, et donc on utilise les sensibles, on utilise la matérialité pour transmettre cette vérité qu'on connaît tout autrement, c'est-à-dire intellectuellement. Donc, l'espace temporel de l'expérience de l'œuvre d'art est un espace d'ordre, du passé. Du passé, il s'agit de reconnaître, il s'agit de retourner, il s'agit de comprendre, quelque chose qu'on connaît par ailleurs. Donc, pour finir, vous verrez, donc vous voyez bien jusqu'à quel point l'expérience de l'œuvre d'art, quand elle est approchée à travers les prismes, je dirais les filtres, l'attitude, la tonalité du contenu, et celle de la connaissance, de la compréhension d'une spiritualité qui déborde l'œuvre. D'une manière ou d'une autre, déborde l'œuvre. L'œuvre, tout en étant là, est une excuse pour faire passer une vérité spirituelle, intellectuelle, une vérité connue au préalable. Merci et j'espère que vous serez là pour la suite. Donc, on développera la pensée esthétique hegelienne. Merci beaucoup.